Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, la France a su dresser des monuments pour ses soldats, pour les résistants, pour les déportés, pour les victimes du génocide arménien, pour les victimes du nazisme, de l'esclavage, du terrorisme. Mais jamais, encore, elle n'avait gravé dans la pierre la mémoire des victimes du communisme. Aujourd'hui, ce silence prend fin. Aujourd'hui, en cette journée européenne du souvenir des victimes des régimes totalitaires, nous inaugurons le premier monument dédié aux victimes du communisme. Et nous avons l'honneur d'être la première ville de France, avec le concours du département du Var, qui déposera une gerbe avec nous, à reconnaître officiellement la mémoire de ces victimes qui ont été délibérément ignorées. Alors, si nous avons choisi la date du 23 août, ce n'est pas un hasard du calendrier. Le 23 août, comme je l'ai évoqué, a été proclamée Journée européenne du souvenir. C'est une journée qui commémore les victimes des régimes totalitaires, nazisme et stalinisme, le stalinisme n'étant finalement qu'une expression du communisme. Cette date, c'est l'anniversaire d'un sinistre pacte, le pacte germano-soviétique de 1939, lorsque les deux grandes idéologies totalitaires du XXe siècle, nazisme et communisme, se sont unies pour mettre à feu l'Europe et à sang. Donc cette date symbolique nous oblige. Et cette date aussi nous rappelle. Elle nous rappelle que les totalitarismes, qu'ils soient bruns ou qu'ils soient rouges, procèdent d'une même logique mortifère. Alors en ce jour, comme partout en Europe, les peuples se souviennent certes des victimes du nazisme, mais aujourd'hui ils n'oublient pas également les victimes du communisme. C'est donc à un esprit de vérité historique que nous nous associons tous ensemble aujourd'hui. Alors, n'en déplaise à certains, il y en a quelques-uns, nazisme et communisme, malgré des drapeaux qui sont opposés, sont les deux faces d'une même médaille funeste. C'est le culte du chef, c'est le parti unique, c'est la suppression des libertés, c'est la propagande de masse, c'est la désignation d'ennemis à abattre et c'est également la terreur d'État. Alors l'un, le nazisme, il promettait la suprématie raciale. L'autre, le communisme, promettait le paradis prolétarien. Mais le chemin était le même et le résultat était identique. À chaque fois, la négation de l'homme, l'écrasement de la dignité humaine et la mort de masse. Et c'est pourquoi chaque victime, quelle que soit l'idéologie qui l'a condamnée, a droit à la mémoire et a droit au respect. Alors on ne va pas les hiérarchiser. Il ne s'agit pas de hiérarchiser des horreurs. Il ne s'agit pas non plus de les relativiser l'une par rapport à l'autre. Les stèles, d'ailleurs, ici, se font face ou sont côte à côte. Mais il s'agit de nommer toutes les barbaries qu'elles sont, de les enseigner et de rendre place aussi à tous les oubliés de l'histoire. Parce que la singularité de la Shoah ne doit pas effacer, elle n'efface en rien l'ampleur du goulag, tout comme la famine qui était organisée en Ukraine en 1933 ne doit rien enlever aussi à la souffrance des déportés d'Auschwitz. Et honorer les victimes du communisme, ce n'est pas retirer une page à d'autres mémoires. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est mettre fin à un tabou. C'est dire qu'elle se drape dans la pureté de la race ou dans une utopie égalitariste. La violence totalitaire conduit toujours aux mêmes endroits, c'est-à-dire dans des fosses communes. Alors pendant des décennies, un lourd silence a régné. Un silence qui était soigneusement organisé. Un silence dans lequel on minimisait les crimes. On les dissimulait même. On les relativisait. On préférait toujours et toujours excuser plutôt que condamner. Et on fermait finalement lâchement les yeux plutôt que de regarder tout simplement en face la folie
d'un totalitarisme qui consistait à confier tous les pouvoirs à un État et à un parti unique qui se confondait lui-même avec l'État. Et ce silence qui continue donne encore aujourd'hui droit de cité dans nos assemblées parlementaires, alors que dans tant d'autres pays d'Europe, la promotion même des idées de la propagande communiste sont interdites. On est aussi tous marqués par cette indécence, où l'on voit des symboles qui continuent d'être exhibés, sans aucune honte, sur nos murs, dans des cortèges, jusque sur des t-shirts, comme si le sang qu'ils recouvrent n'avait jamais existé. Et ce silence est grave parce que ce silence a offert au communisme, pendant des décennies, une image fausse, une image vertueuse, une image bienveillante. Alors les historiens, ils nous le diront aussi tout à l'heure, il est vrai qu'il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme. Aucun grand tribunal international n'a jugé les crimes commis par les régimes se réclamant de cette idéologie, qui est pourtant responsable de près de 100 millions de morts dans le monde. À Nuremberg, les dignitaires nazis, ceux qui étaient encore en vie, ont été publiquement confrontés à leurs actes. Ils ont été condamnés. Et l'idéologie nazie qu'ils servaient a été universellement disqualifiée et jugée. Et rien de tel pour le communisme. Les bourreaux, pour la plupart, sont morts, on va dire, paisiblement dans leur lit. Ils étaient honorés à leur décès. Et parfois, ils étaient même pleurés. Alors que signifie cette absence de jugement ? Cette absence de jugement a entretenu une illusion dangereuse, celle que vous auriez, peut-être, ceux qui n'ont pas été jugés, des crimes moins graves, moins intentionnels, ou qui n'appelleraient pas exactement la même condamnation morale. Puis, cette absence de jugement a aussi permis aux partisans de cette idéologie, qui existe encore, qui sont nombreux, trop nombreux, de continuer à nier, à relativiser, et de continuer à relativiser l'histoire. Et le résultat, il est très simple. C'est que vous avez encore aujourd'hui une partie de l'opinion publique qui ignore l'ampleur des massacres ou qui persiste à voir dans le communisme une utopie trahie, ou ce qu'on entend encore très souvent, oh, mais les principes sont bons, mais ils ont été mal appliqués, plutôt que de le voir tout simplement pour ce qu'il est, c'est-à-dire un totalitarisme accompli. Alors en France, après 1945, le Parti communiste s'est autoproclamé par ses représentants le parti des 75 000 fusillés. C'est un chiffre, on l'évoquera sûrement, qui n'a pas de base précise et historique et fiable, même si vous avez eu des milliers de fusillés communistes. Et pourquoi ? Pour s'ériger en pilier de la libération et en martyr. Et fort de ce titre, qui a été mérité aussi par le courage réel d'un certain nombre de héros communistes, de résistants communistes, il était par une imposture transformée en une espèce d'armure, une armure politique. Le but de tout ça, c'est de confondre le prestige du maquis avec la légitimité d'une idéologie, comme s'il y avait une caution, celle des héros de la résistance. Héros de la résistance, il convient de le rappeler, qui ne savaient strictement rien de ce qui se passait dans les goulags et qui étaient aussi victimes de ce mensonge. Alors vous avez ce récit historique, celui de la résistance, qui a donc servi de paravent, qui a empêché toute mise en accusation du communisme tel qu'il était appliqué. Et malheur à ceux qui remettent en cause la doctrine. Remettre en cause cette doctrine, c'était insulter la mémoire des martyrs. Résultat, pendant des décennies, on a le procès du communisme qui a été interdit d'audience. On a très tranquillement étouffé les faits, maquillé les bilans, travesti la réalité, avec une censure méthodique, organisée par la place du colonel Fabien, qui était lui-même, et c'est de notoriété publique, financé par Moscou.
Tout ceci pour privilégier, protéger l'idéologie de toute mise en cause. Et pendant la guerre froide aussi, dénoncer les crimes staliniens ou maoïstes valait tout de suite acte d'accusation. De point, ouvrez les guillemets, propagande impérialiste. Après la chute du mur de Berlin, on pouvait penser que le débat allait s'ouvrir. Mais vous avez les responsables politiques, la plupart, qui ont estimé qu'il valait mieux garder le silence au nom de la paix civile. François Mitterrand, ce n'est pas irréprochable, a lui-même mis en garde contre le risque de dresser les Français les uns contre les autres. Et même dans l'Europe de l'Est, avec tout ce qu'ils ont vécu, plusieurs gouvernements vont retarder l'ouverture des archives de la police politique pour éviter des règlements de compte. Et encore aujourd'hui, ce matin au sein de notre conseil municipal, certains vont invoquer une espèce de consensus et vont en appeler au gaullisme, qui est quand même une ironie. Quand on connaît, quand on lit aussi la méfiance du général de Gaulle à l'égard du communisme, ce qui concluait dans ses mémoires d'espoir que les communistes n'ont jamais été que les agents d'une puissance étrangère. Et dans ce climat, ceux qui osent briser l'omerta sont immédiatement soupçonnés d'être des révisionnistes, des négationnistes, d'extrême droite. Ils sont accusés de tous les anathèmes, dans une tradition qui était également celle des régimes communistes, des grands procès, Moscou, Prague, Budapest, Bucarest, Tirana, et j'en oublie très certainement. Rappeler la vérité historique, c'est une faute morale. Donc voilà, en quelques mots, le mécanisme du chantage orchestré et réussi par le Parti communiste. On dissimule les crimes en jetant l'opprobre sur tous ceux qui vont les dénoncer. Alors, comment ça a pu se faire? Parce que cette histoire, c'est aussi, d'où le lien direct évidemment avec la France et à la commémoration d'aujourd'hui, c'est celle d'une trahison, une trahison d'une partie de nos élites, des élites intellectuelles occidentales, qui ont menti sciemment à tout le monde, puisqu'ils connaissaient la réalité, avec une formule ironique sur le fait qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Donc c'est par naïveté, par fanatisme, par intérêt, ils ont tous servi finalement de relais à la propagande rouge. C'est ainsi que pendant que vous aviez des millions de personnes qui mouraient, vous avez des plumes de renom, des artistes adulés, des tribunes politiques respectées qui vont chanter les louanges des assassins. On pense évidemment à des écrivains comme Louis Aragon qui couvrit et justifia les procès de Moscou, à Paul Éluard qui célébra Staline dans ses poèmes, ou Simone de Beauvoir, qui en 1955 revenait de Chine, comme d'un voyage touristique, en célébrant Mao, parlant d'un peuple libéré et d'un avenir radieux. Alors vous avez une affaire qui reflète un peu aussi cet état d'esprit de l'époque, qui est aujourd'hui jetée presque aux oubliettes, sauf celle évidemment des historiens, une affaire qu'ils appelaient Kravchenko, qui en 1947 a révélé cette complicité. C'était un haut fonctionnaire soviétique qui était arrivé à passer à l'Ouest, beaucoup de courage, et il va publier un livre éclairant, J'ai choisi la liberté. C'était un témoignage précis, qu'il connaissait, le goulag, les purges, la famine, telle qu'elle avait été organisée, je crois, en Ukraine. Ça aurait dû provoquer un électrochoc. Vous avez un témoignage direct de ce qui se passe en Union soviétique. Vous vous doutez, c'est le contraire. Directement, une campagne de diffamation orchestrée par le Parti communiste, avec son organe d'intellectuels engagés, les lettres françaises, qui vont accuser donc de mensonges. Et un procès va être fait en diffamation. Et le procès va confirmer tous les dires de Kravchenko, c'est-à-dire que la réalité du goulag est grâce aussi à l'intervention et au témoignage d'anciens prisonniers. Donc on se dit, c'est jugé. Mais non, pas du tout. Puisque vous allez avoir une partie du monde intellectuel qui vont continuer à persister à nier, toujours au nom du même cynisme, mot d'ordre attribué à Sartre. Surtout, il ne faut pas désespérer Billancourt. Qu'est-ce qu'il faut reconnaître à travers cette formule? Continuons à mentir,
pour préserver la foi communiste des ouvriers, et peu importe que ce soit au prix du mensonge ou de l'insulte qui est faite aux victimes. Et personne n'osait rien dire. Il faut dire qu'à l'époque, on avait un parti politique, parti communiste, qui était puissant, avec un service d'ordre qui était également lui-même réputé puissant, dirigé par Maurice Thorez, qui déclarait publiquement en 1949, sans aucune nuance, son amour pour Staline. Et tout ça s'était relayé aussi par la presse, complaisante, consolidé par des enseignements dans des universités, par des enseignants militants, et entretenu dans une multitude de cénacles culturels qui étaient totalement conquis à cette cause. Eh bien, il faut le dire, dans toute cette chaîne de complicité, les mensonges n'auraient peut-être pas duré aussi longtemps. Et ça continue. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs depuis plusieurs jours? J'aurai l'occasion de le redire, mais je remercie encore le courage de nos invités. J'ai moi-même eu quelques interviews, et au lieu de parler du communisme, on veut toujours me faire parler de la colonisation. Non, je veux parler du communisme. Et puis, on me dit également, mais votre démarche, elle est quand même malvenue. Parce que, vous vous rendez compte, vous indisposez les communistes. Et on me dit, vous vous rendez compte, vous êtes une ville touristique, et quand un communiste va venir ici devant votre stèle, qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va être indisposé, il va être mal à l'aise. Alors oui, c'est vrai, ça va sûrement les indisposer. Mais je vous dirais que c'est même la vocation de cette stèle. Et oui, c'est gênant d'être devant un miroir qui va refléter l'image de ces crimes, un miroir qui va contraindre aussi à regarder en face cette histoire étouffée. Et la vraie question qu'il faudrait se demander, c'est peut-être la question de l'introspection. Comment est-ce qu'on s'appelle encore communiste au XXIe siècle? Et pourquoi à chaque fois qu'il y a cette introspection, parce qu'il y a quand même eu une introspection faite aujourd'hui par le Parti communiste, on l'arrête au stalinisme, comme ça n'avait rien après. Ensuite, vous avez d'autres... alors oui, il y en a d'autres qui voulaient me faire parler de l'esclavage. Il y avait le colonialisme, mais il y avait également l'esclavage, qui n'existe plus en métropole depuis le Moyen-Âge. Mais on me disait donc, pourquoi parler en France? Pourquoi vous parlez du communisme en France? Il n'y a pas eu de victime directe du communisme. Alors, je leur réponds que notre pays n'est pas étranger à cette histoire, qu'on n'est pas, loin de là, et je l'ai expliqué, qu'on n'est pas hermétique au genre de cette idéologie qui a quand même contaminé notre vie politique depuis plus d'un siècle. Et ce monument, ce n'est pas un geste local. On le voit, le département nous a rejoints, merci. Mais c'est un acte de mémoire universelle. Et ce qui est stupéfiant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous n'avez pas eu de monument avant? Pas un lieu public, pas une stèle, pas un mémorial, pas une plaque pour se recueillir. Alors nous disons que la mémoire n'a pas de frontières, n'a pas de passeport. C'est l'humanité, l'humanité nous oblige, et c'est pour ça qu'aussi, chaque année, nous commémorons le génocide arménien. Les Arméniens ont pourtant été massacrés par les Turcs, pas en France. C'est la même logique. Et en plus, nous nous investissons depuis des années dans le devoir de mémoire, nous commémorons les résistants, nous rendons hommage aux justes, nous célébrons également nos libérateurs, et ce nouvel hommage donc, qui s'inscrit tout simplement dans cette continuité, dénoncer les totalitarismes. Et donc je dois dire aussi que ce geste, nous l'assumons, nous le revendiquons dans et sous tous ces aspects, et je pourrais même dire que nous sommes fiers de la démarche que nous accomplissons. Alors, même s'il dérange encore les gardiens du temple, ceux qui défilent maintenant devant la mairie, ce qui est un luxe qui n'aurait pas pu se permettre dans les pays qui sont l'horizon de leurs rêves. Nous pouvons débattre, et ce débat on le fait au grand jour avec des historiens, des témoins, aussi la jeune génération. Vous avez vu le conseil municipal des jeunes. Ce que nous évoquons, ce sont des faits, ce n'est pas des opinions, il ne s'agit pas de mon avis. Et l'histoire, elle nous enseigne qu'au XXe siècle,
vous avez eu des tragédies d'une ampleur inédite commises au nom du communisme. Alors est-ce qu'il faut les rappeler? Quand on voit tout ça, je dirais oui. Je rappellerai aussi Georges Marchais, dont le Parti communiste ne s'est quand même pas encore tout à fait défait en disant que c'est un personnage sympathique qui parlait aux catégories populaires, qui disait, mais finalement, le bilan est globalement positif. Je ne sais pas pour qui. Alors on va rappeler 2-3 choses très brièvement. Régime bolchevique de Lénine et Staline, terreur de masse, l'Holodomor en Ukraine, c'est la grande famine, plusieurs millions de paysans morts de faim. La grande terreur des exécutions en quelques mois. Le goulag, vous avez 15 à 20 millions d'âmes qui y sont passées. On pourrait parler de Katyn, des déportations des pays baltes, des Cosaques. Et là, vous n'avez jamais aucun tribunal qui ne les a jugés. La Chine, Mao Tse-tung, la pire famine du XXe siècle, 30 à 45 millions de morts lors du grand bond en avant. Et puis, la révolution culturelle. Le Cambodge, Pol Pot, en 75-79, il va exterminer le quart de son peuple. Et au Vietnam aussi, on peut parler des camps de rééducation. Alors on voit un lien à la France. Les héros de Dien Bien Phu, qui se sont également retrouvés dans des camps d'internement détenus par le Viet Minh. C'est un autre rattachement. En Corée du Nord, famine et terreur policière depuis 75 ans. Europe de l'Est, évidemment la Roumanie de Ceausescu, la Hongrie, Prague, Cuba, l'Éthiopie. Et on voit donc que de Moscou à Pékin, sur la carte du monde, de Phnom Penh à la Havane, eh bien, la carte du communisme, elle se confond avec celle des charniers. Et donc 100 millions de morts à un chiffre à lui seul accablant. Et derrière tous ces morts, ce n'est pas théorique. Ce sont des visages, des noms, des vies brisées, des témoignages. On vous a lu celui de Solzhenitsyn, Varlam Shalamov, également un rescapé du goulag. Qu'est-ce qu'il a vécu? L'homme devient moins qu'un animal quand on lui enlève la liberté et le pain. Et Solzhenitsyn, le fil rouge qui relie tous ces crimes, c'est le mépris absolu de la vie humaine. Et ces voix sont venues de l'enfer. Et elles disent mieux que nous ce qu'est le communisme, c'est-à-dire juste une machine qui écrase l'homme. Et partout où il a régné, le communisme a toujours montré cette même indifférence à l'homme. Puisque c'est une idéologie qui ne voyait qu'un homme nouveau. Donc pour un homme nouveau, il fallait détruire l'homme réel et également détruire la nature autour de lui, la nature qui le faisait vivre. Et ces exemples, vous les connaissez, vous en avez entendu parler. À travers des impostures, toujours le mensonge. On va magnifier un certain Stakhanov. Il avait un rendement exceptionnel, il en faisait 100 fois plus que les autres. Mineurs soviétiques, on va l'ériger en modèle de l'ouvrier surhumain, symbole d'une production sans limite. Lysenko aussi, savant officiel qui prétendait réinventer la nature et nier la génétique au nom de l'idéologie. Mensonge, 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 mais on a un ouvrier qui est mythifié, on a la science qui est falsifiée, et tout ça pour cacher une seule chose, cacher des échecs, des millions d'hommes brisés, réduits à néant. Parce que dans le communisme, l'homme ne compte pas, il n'est plus personne. L'homme, c'est juste un chiffre, c'est une variable de rendement. Alors l'écologie, puisqu'on a également nos amis écologistes qui défilent à côté de la France insoumise, il faut le rappeler quand même que le communisme, c'était aussi le pire écocide de l'histoire. L'URSS a asséché la mer d'Aral, qui était un joyau aquatique en désert tout à fait toxique. Vous avez également l'URSS qui a empoisonné des terres entières par des complexes industriels. Et on se souvient tous, évidemment, de la catastrophe de Tchernobyl. La Chine a rasé des forêts entières, bouleversé des équilibres écologiques, aggravé des famines déjà meurtrières. Puis la Chine, évidemment, aujourd'hui, pays communiste, continue évidemment dans cette même logique en restant fièrement le premier pollueur de la planète. Et au-delà, l'homme, la nature,
On ne s'arrête pas seulement à la vie physique, mais on vise aussi des âmes, des cultures et des mémoires. Quelques chiffres. En URSS, entre 1917 et 1941, plus de 40 000 églises orthodoxes ont été détruites ou fermées. Vous aviez plus de 1000 ministères qui existaient avant les révolutions. Il n'en est resté plus qu'une poignée en activité à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et partout, encore une fois, la même chose. Au Tibet, après l'invasion chinoise de 1950, plus de 6000 monastères ont été rasés et vidés de leurs moines, le tout amplifié par la révolution culturelle. Des objets détruits, des manuscrits anciens brûlés par les gardes rouges. Et en Europe de l'Est, parce qu'on parle de l'Ukraine aussi, on réécrit l'histoire nationale, on interdit les langues régionales ou minoritaires, l'ukrainien est interdit, le lituanien, le tatar, on supprime les titres des bibliothèques publiques, et puis on va le remplacer par la propagande du parti, puisque c'était une doctrine qui se voulait universelle, uniformisant tout, donc y compris la mémoire. Il fallait encore une fois mentir, c'est-à-dire falsifier. Et c'est en Chine le petit livre rouge de Mao, qu'on récite par cœur, qui doit tenir lieu de vérité absolue. On va apprendre aux enfants non plus l'histoire de leur pays, mais l'histoire réinventée et magnifiée du parti. On ne va plus lire évidemment la Bible, le Coran ou Homère, mais on va réciter les slogans du comité central. Et avec une liturgie imposée, un culte mensonger, eh bien, il faut façonner les consciences. Et il faut surtout, puisque c'est le trait du communisme, abolir la liberté de penser. Alors, si on veut comprendre tout cela, il faut encore aller un peu plus loin. On a compris que le problème, finalement, c'est le communisme. Parce que le communisme est intrinsèquement totalitaire. Et ce serait trop facile de dire, comme on l'entend aussi, que ça se réduirait, le totalitarisme communiste, à la dérive de quelques dictateurs. Non, son mécanisme est totalitaire. C'est pour ça que la stèle aussi met ensemble totalitarisme et communisme. Et si on doit avoir quelques lectures, vous en avez une évidemment, celle d'Hannah Arendt, qui écrit « Le stalinisme comme le nazisme appartient à la catégorie des régimes véritablement totalitaires ». Et dans les origines du totalitarisme, une de ses œuvres majeures, elle va vous démonter le mécanisme implacable, une idéologie fermée, un parti unique, le culte du chef, l'élimination systématique des opposants, l'embrigadement de la jeunesse, le contrôle total de l'information et une terreur qui est érigée en mode de gouvernement. Et puis tout ça, mais là encore, il suffit de lire. Les fondateurs ne s'en cachaient même pas. Dans une citation attribuée à Trotsky, qu'on fait toujours aussi passer pour le bienveillant par rapport à Lénine ou à Staline, ça fait partie aussi d'un ensemble de mythes, il écrivait « Si par dictature on entend le pouvoir exercé par un seul homme, alors il n'y a pas de contradiction avec la dictature du prolétariat. » Et en parlant des marins insurgés de Kronstadt en 1921, ils étaient juste coupables d'avoir réclamé plus de démocratie. Eh bien, il va les qualifier de contre-révolutionnaires qui doivent être écrasés comme on écrase un verre. Il ne faisait finalement qu'emboîter le pas de son compère Lénine, qui proclamait, lui, la liberté, mais pourquoi faire? Les ennemis du peuple, ils n'ont pas besoin de liberté. Et c'est pourquoi, de son côté, Stéphane Courtois, l'historien qui avait coordonné le livre noir du communisme, qui a aujourd'hui près de 25 ans, avait aussi frappé totalement juste par ses formules, en affirmant que le communisme porte en lui-même la terreur, comme la nuée porte l'orage. Alors on le voit bien, massacres, famine organisée, déportations massives, ce ne sont pas les dérives d'un système, mais c'est la logique d'un système et d'une pensée. Dès l'origine, il fallait faire quoi? Il fallait briser un État bourgeois et le briser, y compris en utilisant tous les moyens, dont la violence. Il fallait abolir la propriété privée. Il
fallait concentrer le pouvoir aux mains d'un parti unique. Donc l'application du communisme, ce n'est pas la trahison du programme initial, c'est son application fidèle. Et pour que ça marche, pour que vous puissiez avoir terre, usines, commerce, culture qui appartiennent à l'État, imaginons, aujourd'hui on vous dit on confisque tous vos biens, plus de propriété privée. Eh bien, plus personne ne peut s'exprimer, parce que contester la ligne officielle, ça devient défier le pouvoir. Et si le pouvoir n'est pas aux mains du parti et de l'État, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que la liberté d'expression, c'est un crime dans tous les pays communistes, et qu'on est tout de suite accusé de sabotage et de trahison. Et pour que ça marche, il faut une armature policière, il faut une police politique, il faut une surveillance généralisée, ou la délation, orchestrée magistralement en Chine. Il faut évidemment la censure, les opposants, il faut les éliminer, les réduire au silence, intimidation, exil, prison ou pire, évidemment ni syndicat, ni presse libre, ni association autonome. Et c'est pourquoi on peut dire que dans les régimes communistes, la répression n'est pas un excès ponctuel. La répression, c'est le cœur battant du système, c'est le mécanisme vital qui lui permet de durer. Si on supprime la répression, la contestation le renverse, comme ça existait en Europe de l'Est. Et si on la maintient, eh bien, la peur, finit par étouffer toutes les oppositions. C'est une leçon que nous enseigne l'histoire et qu'il convient de transmettre. Alors, je voudrais encore aller un tout petit peu plus loin, répondre en quelque sorte aux arguments de la défense. On nous dit parfois « Ah, mais les communistes ont quand même fait de bonnes choses ». J'ai entendu que je n'aurais pas ma carte vitale s'il n'y avait pas eu les communistes. L'argument, il est faux aussi. Ça consiste à faire croire que la générosité sociale appartiendrait uniquement à la gauche, on l'entend bien souvent, et que seul le communisme, on m'a aussi suggéré un monument pour les victimes du capitalisme, que seul le capitalisme serait en lui-même meurtrier. Tout ça, c'est porté notamment sur la place de la mairie, où le Parti communiste, je vous le dis parce que c'est quand même assez amusant, a dépêché un envoyé spécial, un sénateur de la République, qui est lui-même le descendant d'un espion soviétique, M. Brossa. Alors, je ne trahis rien, il y a des livres portés sur le sujet. Les congés payés, ce n'est pas tombé du ciel, c'est surtout pas sorti des poches du communisme. Et Léon Blum aussi, qui sert d'alibi, un peu comme le général de Gaulle, il se méfiait aussi de Moscou. Il disait également que c'était une dictature qui était déguisée en révolution ouvrière. Ça, les socialistes, même ceux d'aujourd'hui, devraient l'entendre. Quant à la sécurité sociale, on en déplaise aussi aux conteurs de légendes. La sécurité sociale n'est pas l'enfant de la faucille et du marteau. C'est celle du gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle, un État démocratique, respectueux des libertés. Et donc c'est aussi une partie des légendes, des contes pour enfants, qui font du communisme une espèce de Père Noël social extrêmement généreux. Parce que si on regarde quand ça a été appliqué, on constate qu'au-delà de la terreur politique, vous avez également eu des échecs économiques constants et voulus. La misère planifiée, les pénuries chroniques, les files d'attente interminables, vous vous souvenez, toutes les images qu'on avait de l'Union soviétique et des pays de l'Est. Donc il n'a pas seulement tué par la faim ou la déportation, il a asphyxié toute forme d'économie vivante. Et là encore, on peut dire que les régimes communistes n'ont pas échoué par accident. Non, la collectivisation et la planification centrale condamnent en elles-mêmes toute économie à l'inefficacité. Alors quand tout appartient à l'État, imaginons que tout appartienne à l'État. Il y a déjà beaucoup de choses qui appartiennent à l'État ici en France, mais imaginons encore beaucoup plus tout. Le citoyen ne devient pas seulement pauvre, le citoyen devient aussi dépendant du pouvoir pour sa survie, et dépendant d'un pouvoir et de ses caprices et de ses faveurs. Alors je voulais citer Margaret Thatcher, mais on dirait que je fais de la provocation. Néanmoins, la formule. Le marxisme a toujours échoué parce qu'il est construit sur un mensonge, l'idée que l'État peut créer la richesse alors qu'il ne fait que la détruire.
Je vous prendrai Moharon, qui avait averti peut-être avec sa lucidité prophétique. Le marxisme est la plus grande illusion du XXe siècle et la plus sanglante de ses mystifications. Et cette misère matérielle, elle n'a strictement rien d'anecdotique. Même en France, puisque certains veulent des liens de rattachement. Je ne pense pas que des décennies de gestion communiste dans des villes comme Saint-Denis, Aubervilliers ou Montreuil soient des réussites. Différence entre le 9-2 et le 9-3. Et ça aussi, c'est le visage du communisme. Et un autre visage, c'est que lorsque vous proclamez l'égalitarisme, on s'aperçoit qu'à la longue, c'est également que dans les slogans. Parce qu'il y en a toujours quelques-uns qui en profitent plus que les autres. Et dans tous ces États, pendant que vous aviez des peuples qui faisaient la queue pour 1 kilo de pommes de terre, ben vous aviez ce qu'on appelait nomenclatura, qui vivaient dans des villas, fréquentaient des magasins réservés, bénéficiaient de soins médicaux privilégiés et envoyaient également ses enfants dans des écoles particulières. C'est pour vous montrer que le communisme a toujours aussi fini, dans tous les États, par les mainmises d'une caste fermée sur l'ensemble de la société au nom de l'égalité de tous. Alors, mes chers amis, ce monument, nous ne souhaitons pas qu'il soit uniquement tourné vers le passé, il faut aussi que ce soit un message d'avenir. Et quelle est la leçon ? La première leçon à retenir, c'est de dire que des idéologies totalitaires commencent toujours par séduire. Aucun tyran ne va vous dire ouvertement ce qu'il veut vous bâtir un enfer. Au contraire, Staline, il a promis le paradis des travailleurs. Mao, il promettait un âge d'or égalitaire. Et Pol Pot, un peuple pur et nouveau. Donc on voit qu'à chaque fois, on commence par faire rêver, on avance masqué avec des slogans utopiques, on fait briller les yeux avec des idéaux de justice, d'égalité, de bonheur universel, pour d'abord emprisonner les consciences, pour prendre le pouvoir. Et cette dynamique, ça a été aussi celle qu'on a retrouvée pour le nazisme, qui promettait la renaissance de l'armée de la nation allemande, avant de précipiter toute l'Europe et l'Allemagne dans un gouffre absolu. Donc se méfier. Et puis de dire aussi que le communisme n'appartient pas seulement au livre d'histoire. Ce n'est pas une relique poussiéreuse, continue encore aujourd'hui d'inspirer, de soutenir des régimes qui piétinent la liberté et perpétuent la barbarie. Vous voyez l'actualité en Amérique du Sud, Cuba, le Venezuela. Ces dictatures se drapent toujours d'un étendard rouge pour couvrir la misère, la répression, l'exil forcé, si on prend le cas de Cuba. Au Proche-Orient aussi, vous avez des fractions armées qui se réclament du marxisme-léninisme et qui continuent à justifier la persécution politique et le terrorisme au nom d'une vérité historique. La Chine, qui également est toujours la première en matière de répression, qui n'a rien perdu de son zèle. Le massacre ou la persécution des Ouïghours, passé sous silence, presque. C'est une des nouvelles démonstrations d'un croisement, cette dictature idéologique et aussi un fanatisme d'État. Et toujours la même mécanique. Donc cette stèle, ce n'est pas juste un morceau de pierre. Cette pierre et cette stèle, nous avons voulu que ce soit une alarme. Une alarme auprès de qui aussi? Auprès des plus jeunes. Les plus jeunes Français ont une chance. Nos enfants, vos petits-enfants, ils sont nés libres dans un pays où on peut s'exprimer, où on peut voter, on peut critiquer, on peut manifester sans craindre le goulag. Et cette liberté, on peut rapidement la balayer si nous ne la protégeons pas. Vous aviez cette formule des Ukrainiens pendant l'Holodomor, cette grande famine, qui disait « Celui qui a connu la faim organisée ne peut plus croire en aucune utopie ». Nous sommes dans des sociétés qui sont encore rassasiées, prospères. Nous pouvons être bercés par le rêve et les promesses d'une grande révolution. Nous ne sommes pas à l'abri. Et je suis toujours marqué par voir des jeunes qui, peut-être sans y penser, par bêtise, vont s'afficher avec des t-shirts à l'effigie de Che Guevara, qui massacrait les homosexuels, ou de Mao, ou quand on agite également une faucille et un marteau, comme si l'icône de bourreau
étaient des accessoires de mode. Également encore aujourd'hui, quand on a des étudiants des grandes écoles de sciences politiques qui vous brandissent un drapeau palestinien, non pas comme le symbole d'un peuple, qu'ils n'y appartiennent pas d'ailleurs, mais comme le symbole, ou comme un prétexte plutôt, à des débordements rageurs, des outrances verbales, des violences. Et derrière ça, aujourd'hui, ils sont occupés à leurs universités d'été, mais on a toujours les mêmes metteurs en scène, des idéologues qui sont habiles, qui savent comment on instrumentalise la colère, comment est-ce qu'on manipule, comment on exploite la naïveté pour rallumer la haine qui existe dans toutes les sociétés. On flatte un mythe, on cherche le chaos, et puis on organise la révolution. C'est pourquoi derrière des slogans flamboyants, ce qui affleure, ce n'est pas une utopie, mais c'est l'ombre de régimes. C'est pour ça qu'il faut le rappeler, comme les régimes communistes, propagande, violence, oppression. Donc si on doit faire un verdict avant d'inaugurer cette stèle, le verdict que se diront chaque passant et chaque génération, je dirais coupable. Coupable d'avoir exterminé des millions d'innocents au nom d'une idéologie qui permettait le bonheur universel et n'a semé que la faim, la peur et la mort. Coupable d'avoir bâti des goulags, des camps de rééducation, des charniers pour transformer des hommes libres en esclaves de la terreur. Coupable d'avoir voulu effacer jusqu'aux traces de ces crimes, d'avoir muselé les témoins, d'avoir falsifié des chiffres, d'avoir censuré des livres, d'avoir réécrit l'histoire pour imposer son mensonge comme vérité officielle. Coupable, enfin, de persister encore aujourd'hui sous d'autres masques à piétiner les libertés et inspirer des régimes qui continuent d'affamer, de persécuter et d'exiler leur peuple. Alors cette stèle, bien entendu, c'est un verdict rendu au nom des suppliciés et des oubliés, dans les ruines du mensonge, mais plus qu'un jugement sur le passé, je voudrais aussi que ce soit un serment que nous pouvons porter tous pour l'avenir. Serment de se dire que la liberté n'est jamais acquise, un serment de se dire qu'il faut se protéger contre les falsificateurs, et un serment à la jeunesse, à nos enfants et vos petits-enfants, de leur dire ne vous laissez pas séduire par ces idéologies qui promettent le paradis, mais qui finalement finissent toujours par les chaînes. Alors, cette stèle doit être sentence et serment, sentence contre une idéologie intrinsèquement totalitaire, serment que nous n'accepterons jamais son retour sous quelque forme que ce soit. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, pour conclure, je voudrais dire que si nous pouvons inaugurer aujourd'hui cette stèle, ce n'est pas seulement grâce à la volonté d'une ville, de ses élus, de son conseil municipal qui est à mes côtés. C'est grâce aussi à une chaîne qui relie des historiens, des témoins, des associations et vous-même des citoyens engagés. Et je voudrais tout d'abord saluer des historiens courageux. J'ai encore besoin de plus de courage demain matin, qui ont accepté de venir dire la vérité. Je voudrais remercier Pierre Rigoulot, François Kersaudy, bien entendu ma très chère Virginie Giraud, et puis Vincent Hervouette, on vous connaît depuis des années comme journaliste. Vous donnez des mots, vous donnez des chiffres, vous confirmez qu'il ne s'agit pas d'opinion, qu'il existe des preuves à tout ce qui a été dit. Je voudrais aussi remercier les associations mémorielles. Vous êtes toujours aussi à nos côtés et vous veillez à la mémoire. Et puis, je veux vous remercier aussi chacun d'entre vous. Vous avez accepté d'être présents, nombreux. Vous avez eu le courage de venir. On est encadré par un peu plus de police que d'habitude, vous avez dû l'observer. Mais c'est montrer aussi que ce combat pour la vérité, ce combat pour la mémoire, il doit être éclairé par les historiens, mais il ne doit pas être réservé aussi aux historiens. Ça appartient aussi à chacun de nous. La mémoire, ça ne doit pas être l'affaire de quelques-uns. La mémoire, c'est l'affaire d'un peuple tout entier. Et ça nous revient, c'est un devoir
de transmettre la vérité aux générations qui viennent, sans aucune complaisance, aucun mensonge, et qu'aucun oubli ne puisse la recouvrir. Alors cette stèle, ce sera un signal. Quiconque la verra saura que la liberté se défend, que la vérité s'enseigne et qu'il faut honorer la mémoire. Et donc, à vous tous, à nous, il nous revient aujourd'hui solennellement la mission, une nouvelle et grande mission, celle de transmettre cette vérité aux générations qui viennent. Vive la République et vive la France.